Bonjour, bonsoir à tous, nous sommes les Aibo. Aujourd'hui nous allons parler du chapitre 2 de l'histoire du Japon, l'ère Yayoi. Cette vidéo fait suite à la préhistoire et l'ère Jomon. Cette vidéo aura droit à un épisode spécial. Vous le saurez en regardant celle-ci. Installez-vous. Pour commencer, l'ère Yayoi débute environ au 3e siècle avant notre ère et se termine au 3e siècle de notre ère. Elle fait directement la transition avec l'ère précédente, qui est Jomon, et nous allons expliquer quelques détails sur cette transition. Vers la fin de Jomon, le Japon a connu quelques innovations. La riziculture et la céréaliculture, l'utilisation de divers métaux, le fer, le bronze, etc. L'introduction de l'utilisation du cheval. On avait dit que ça pouvait venir de l'ensemble du territoire asiatique, notamment des liens avec les Chinois, mais qu'on pouvait remarquer déjà quelques traces dans le nord de Kyushu et dans le Kinai dans divers clans et territoires. Les premières rizières commençaient à être emménagées, les plus petites d'entre elles ne dépassaient souvent pas quelques dizaines de mètres carrés, et étaient souvent dans des terrains en pente. Et pour les plus grandes rizières, bon, faut pas s'attendre à des rizières gigantesques non plus, faut pas déconner, elles étaient quant à elles dans des plaines. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il y a eu de la riziculture au Japon à partir de cette époque. Alors tout d'abord, c'est du fait du changement climatique qui a conduit à un changement d'environnement, mais aussi à une baisse de la population. La population, elle avait besoin de nourriture toute l'année, mais aussi de conserver et protéger cette nourriture. Ce qui a fait qu'avec le temps, on a commencé à avoir des guerres entre des petites entités territoriales qui sont à force devenues des micro-États. Et ça a inauguré un changement politique au Japon. La solution trouvée pour ce besoin de nourriture a été la riziculture inondée, ce qui a permis à certains États d'agrandir leur territoire, tout en incorporant des nouvelles techniques agraires et un nouvel outillage. Ces petits aménagements hydrauliques n'étaient pas complexes et n'étaient utilisés que par des petites communautés. Mais c'est à partir de là qu'on peut parler d'une nouvelle forme étatique de petits pays qui rassemblent plusieurs hameaux. La variété de riz cultivée au Japon trouve son origine en Chine, majoritairement dans le sud, et elle est arrivée en passant par la Corée, un phénomène qui va se reproduire très souvent dans l'histoire japonaise, vous verrez bien. Je rigole pas, c'est la vérité, bâtard. C'est la vérité. C'est la vérité. Le premier territoire à avoir eu accès aux diverses techniques apportées par la riziculture était le nord de l'île de Kyushu. Cette riziculture et évidemment la culture d'autres céréales va amener au fur et à mesure au Japon une migration d'hommes. Et ces hommes-là sont plus grands que ceux de l'ère Jomon. Même l'ouest du Japon, qui était alors celui qui avait le plus de retard en progression technologique, a eu droit à ces nouvelles connaissances. La théorie classique veut que la riziculture soit apparue il y a environ moins 8000 à moins 6000 avant Jésus-Christ en Chine sur le bassin de la rivière Jaune, qu'on appelle Yangtze en chinois. Après la Chine, la riziculture est arrivée en Corée, puis a atteint le Japon, où on peut trouver l'exemple du site archéologique de Nabatake, un site qui a été découvert en 1979 dans la ville de Karatsushi, dans la préfecture de Saga, située sur l'île de Kyushu. Ce site-là est la plus ancienne trace de riziculture inondée au Japon, car il remonte à environ moins 2930 avant Jésus-Christ. Le type de riz cultivé au Japon est appelé riz japonica tropical et il y a aussi le riz japonica tempéré. C'est ce qu'on trouve en France sous l'appellation riz à sushi, c'est du riz avec des petits grains et c'est totalement différent du riz thaïlandais où le grain est beaucoup plus long. Ce type de riziculture s'est propagé jusqu'au nord du Japon. Et en autre exemple, on peut trouver le site archéologique de Tare Yanagi, qui a été découvert en 1981 et est situé sur les plaines du Tsugaru dans la préfecture d'Aomori. Au niveau des habitations, elles étaient toujours de type Tatehana-jukyo. Et en autre exemple, on peut aussi citer le site de Itazuke dans la préfecture de Fukuoka, où on trouve la première trace d'un village japonais entouré de douves, qu'on appelle Kango Shuraku en japonais. Ce type de village pouvait compter jusqu'à à peu près 50 personnes. Maintenant on va parler des divers métaux et des diverses techniques utilisées qui sont importées un peu partout d'Asie. Mais la matière première provient souvent de la Corée. Lorsque nous disons métal, nous englobons le bronze et le fer. L'introduction du métal a permis de nombreux exploits, ainsi qu'à une simplification du travail. Je m'explique. Grâce aux divers métaux, ils ont pu créer des outils pour mieux travailler le bois, qui, lui-même, permet d'améliorer les outils du monde agricole, ainsi qu'à créer les meilleurs habitats pour la population. Un effet boule de neige, quoi.
L'usage du métal va devenir monnaie courante vers la dernière partie de l'ère Yayoi. Dans les outils, on y retrouve les couteaux, les haches, les pioches ou encore des pelles. Et que fait l'homme quand il découvre le métal? Autre que améliorer sa condition de vie. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Vas-y! La découverte des outils métalliques va également servir à fabriquer des armes pour diverses batailles, qui étaient monnaie courante jusqu'à l'arrivée d'une certaine personne. Big up pour la fin de vidéo. Avant que les armes de fer arrivent et vont faire des ravages, la grande majorité du Yayoi utilisait des outils de chasse pour la lutte entre clans. Les armes principales restaient l'arc et les lances. Mais d'où proviennent ces métaux? Très bonne question, Jamy. Ces nouveaux métaux et outils ont pu être transmis par une vague d'immigration. Des immigrés qu'on appelle Tolaijin, qui proviennent de Chine et de Corée. Il y a eu des périodes d'instabilité à l'époque. Ces périodes se nommaient ainsi la période des printemps et automnes, ainsi que la période des royaumes combattants. On peut émettre l'hypothèse qu'à l'époque, deux cultures cohabitaient, celle de Tolaijin et celle endémique de Jomon. Il y avait notamment une grosse concentration de Tolaijin dans la région du Kansai, donc Osaka, Kyoto, et on pense que cette population a, de par nombreux conflits, repoussé les personnes d'origine Jomon plus au nord, du fait de leur supériorité culturelle et technologique. Selon les analyses de population, il a été avéré que les populations d'origine Jomon atteignent 80% dans l'est du Japon, tout ce qui est à l'est du Kansai, ce qui démontre un déplacement, voire un remplacement de population de la part des Tolaijin. Une des raisons expliquant pourquoi les Tolaijin ne se sont pas étendus plus à l'est, étant que la riziculture là-bas était beaucoup plus compliquée du fait du nombre important de forêts denses. Il existe également une théorie comme quoi la famille impériale japonaise serait au final originaire de Chine ou de Corée. On peut voir que dans la seconde grande partie de l'ère Jomon, la population est devenue de plus en plus sédentarisée. Pour voir l'avancée technologique à l'ère Yayoi, on peut citer le site de Toro qui est situé non loin de Shizuoka, où on a pu retrouver des traces de digues qui ont été construites grâce à des pieux en bois plantés très serrés, ainsi que divers canaux. On a aussi retrouvé là-bas 2 greniers surélevés qui servaient à protéger les ressources comme le riz, des rongeurs ou de l'humidité. La riziculture inondée avait besoin d'une organisation sociale très collective, mais aussi d'innovation technique et architecturale. C'est pour ça que j'ai parlé du grenier où on stocke les récoltes, qu'on appelle Takayuka Soko. Au niveau de l'outillage, c'est à cette époque que le fer et le bronze sont introduits progressivement sur l'archipel, à partir de moins 2300, et les outils en bronze et en fer serviront d'outils agricoles, donc des couteaux, des haches, des pioches, des bêches ou bien des pelles. Bon, l'agriculture c'est cool, mais ça servira aussi d'armes de guerre. Par exemple, on trouve énormément d'épées, des lances ou bien des faux en bronze qui datent de cette époque. Dans le village, on retrouve plusieurs habitations qui sont de forme ovale et qui sont encore semi-enterrées. Et dans ces maisons, on trouve beaucoup d'objets de la vie quotidienne comme des bols, des coupes ou bien des outils de tissage. À l'extérieur du village, pour le protéger, on trouve de meilleures fortifications car le village était établi sur des hauteurs qui donnent l'avantage stratégiquement. Et du coup, on peut dire que le village avait vraiment un aspect de clan encore plus prononcé. Quand je pense à ça, l'idée qui me vient en tête, c'est un peu le village gaulois Astérix, toi-même tu sais. Ils sont fous ces Bretons. Ce qui prononce vraiment le changement entre l'ère Jomon et l'ère Yayoi, c'est ces fortifications. Car s'il y avait des fortifications, ça veut dire qu'il y avait des conflits armés entre les villages. On voit aussi la différence au niveau des sépultures. Parce que par exemple dans les villages, on retrouve des sépultures qui étaient destinées sûrement aux chefs de village. Elles étaient plus éloignées du centre du village et elles étaient beaucoup plus sophistiquées. En exemple, on peut donner la tombe située sur le site de Yoshinogari dans la préfecture de Saga. Les sépultures sont aussi un bon indice de l'évolution sociétale car on peut voir des sépultures familiales qui montrent que le cercle familial commençait à avoir son importance. Mais on suppose encore que la pratique peut être encore plus ancienne à ce sujet-là. Le village de l'ère Yayoi était à la fois un centre de production agricole, métallurgique, un centre de militaire, mais aussi un centre spirituel. Quand il y avait des conflits armés, notamment au sujet de l'accès à l'eau pour la riziculture, parce que bon, dévier des rivières c'est bien, mais le village il va pas forcément être content. Les villages les plus puissants disposaient de plus d'hommes et de plus d'armes. Ils soumettaient les villages les plus faibles. En gros, ils les rendaient soit vassals, soit pire, esclaves. Et ils les incorporaient à leur village. Donc, à force d'intégrer des villages, puis des villages, puis des villages, ça fait qu'on peut parler de pays.
Et surtout, ce qui caractérise l'ère Yayoi plus que tout, c'est l'abondance des miroirs. Une croyance autour des miroirs devait certainement exister, avec un culte autour du soleil, et qui sont apportés de divers continents, principalement de Chine. D'autres objets auront une aura d'objets de culte, ce sont les dodaku, littéralement des cloches, et des épées. Ces deux objets, le dodaku et les épées, se retrouvent dans deux aires différentes. À l'est, dans le Kinai, ce sont les cloches qui sont nombreuses, elles sont enterrées et disposées loin des habitations. Quant à l'ouest, ce sont les épées. On peut déduire qu'il y a une certaine valeur religieuse ou ésotérique. Et encore, dans l'hypothèse, à quoi servait-elle? Rite d'invocation pour les récoltes, un rite pour la chasse, ou encore un rite de protection contre les maladies ou contre un envahisseur. On y ajoute qu'à partir de notre ère, les dodaku qui diffèrent selon les régions sont échangés puisque nous retrouvons des dodaku spécifiques dans des lieux où ils ne sont pas construites. Si les miroirs ont pour symbolisme le soleil, est-ce que l'épée, au contraire, a un rôle d'invocation de la pluie, vu sa forme? Oui, c'est une théorie. Mais étant une arme, les chercheurs et nous-mêmes prévoyons plutôt comme un symbole de protection, pour le clan contre les envahisseurs, ou encore contre les mauvais esprits. Cette deuxième hypothèse est quand même plus plausible. Il existe divers types d'épées qu'on a découverts durant cette période, avec divers éléments spécifiques selon les régions. Au niveau spirituel, l'insécurité croissante de l'époque a pu emmener à la production d'amulettes, ainsi que d'autres sortes de parures artistiques, comme des bijoux, des bracelets, etc. Les chefs des différents villages, pour montrer leur puissance, arboraient notamment des boucles d'oreilles en jade en forme de magatama, ainsi que bien évidemment des armes et autres bijoux rituels. Depuis tout à l'heure, on parle de la culture Yayoi, mais ça veut pas dire que tout le Japon était passé à la culture Yayoi. Au niveau des exceptions, il y a surtout l'île d'Hokkaido où la réalité était un peu différente. Plutôt que d'avoir eu accès à la culture Yayoi, donc c'est-à-dire de faire le choix de la riziculture, l'île d'Hokkaido est restée dans la phase Jomon qu'on appelle postérieure. Mais c'est pas parce que l'île d'Hokkaido était encore à l'ère Jomon qu'elle était arriérée. Parce que ils utilisaient quand même l'acier et ils avaient de nombreux échanges avec la culture Yayoi qui était située plus au sud. Une autre exception, c'est aussi à Okinawa où à cette époque on parle plutôt de la culture Kaizuka, monticule de coquillages. Et à Okinawa non plus, il n'y avait pas de riziculture. Alors les deux exceptions, ça peut s'expliquer simplement au niveau température. Okinawa il fait très chaud, Hokkaido il fait très froid. Donc je pense que les conditions n'était pas très optimale pour la riziculture. Mais un certain livre nous offre quelques informations sur le Japon de l'ère Yayoi. C'est un livre chinois qui s'appelle l'histoire des Han postérieurs. On observe une succession de petits vagues migratoires depuis la péninsule coréenne vers l'archipel nippon, notamment à partir du néolithique final, et puis intensément durant la période Yayoi. Ces mouvements ont apporté des innovations majeures telles que la riziculture, la métalliculture du bronze et du fer, ainsi qu'un modèle social plus hiérarchisé. Ces migrants étaient sans doute liés à des groupes tunguso-altaïques, linguistiquement distincts des japonais autochtones, et parfois rapprochés de familles comme les Mongols, ou plutôt les Turco-Mongols. Plutôt que de violents conflits, les données archéologiques suggèrent une cohabitation progressive entre les populations Jomon ainsi que les nouveaux venus, les Tolaijin, avec un processus d'assimilation culturelle, et ces dynamiques sera fortement influencée par la Chine, en particulier par celle de la dynastie Han, qui joue un rôle majeur dans la diffusion de la culture du bronze et du fer à travers l'Asie de l'Est. Vers 300 avant Jésus-Christ, les premiers effets de cette influence chinoise se font sentir en Corée, et de là, les technologies métallurgiques, les objets rituels et certains éléments culturels sont transmis au Japon, notamment dans la région de Kyushu. Cette influence de la culture chinoise du métal sur la dynastie des Han va sans doute venir en moins de 200 avant Jésus-Christ au Japon. Avec une telle réputation, quelques tribus japonaises de l'Ouest vont envoyer des missionnaires auprès d'une colonie chinoise qui est l'actuelle Pyongyang. Ces diverses missions ont pour but d'obtenir des informations sur la qualité des objets, les épées, les miroirs, entre autres. Ou tout simplement, comment la Chine est arrivée à une telle évolution civilisationnelle. Toutes ces informations sont détenues par les écrits des Han, qui précisent que les missionnaires japonais tentèrent de prendre contact via une colonie des Han en Corée vers le 1er siècle après Jésus-Christ. Cette première trace, décrite concrète, qui est un rapport, je le précise, décrit la venue d'un envoyé japonais directement dans la métropole chinoise, datant de l'an 57 de notre ère. Ce livre des Han postérieurs
est écrit vers 432. Dans ce livre, il est rapporté que un des pays du Japon, le pays de Na situé dans la région de Fukuoka sur l'île de Kyushu, a payé un tribut à l'empereur Guangwu des Han postérieurs et a reçu en retour de la part de l'émissaire chinois Kōbutei un sceau en or. Ce sceau en or portait la mention écrite « Roi du pays de Na, dans le pays des Wa, vassal des Han ». Alors pourquoi le pays des Wa? Parce qu'à l'époque, le Japon était appelé Wa par les Chinois. Le sceau en or qui nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui et l'écrit chinois montrent que le pays de Na était un état tributaire de la dynastie chinoise des Han et que celui qui reçoit le sceau avait pour nom Hakata. Pour le pays de Na, c'était important parce que c'était la reconnaissance de son maître, donc de l'empereur chinois, comme quoi il était le roi de son pays. Ce sceau en or du pays de Na est un peu la naissance de l'État japonais moderne. Au niveau des autres mentions qui sont faites par les Chinois, on peut noter qu'en 107 après Jésus-Christ dans le même texte, les Chinois mentionnent que des rois de Wa, dont Suisho, ont envoyé des émissaires auprès des Han postérieurs et leur ont offert 160 esclaves. Dans ce texte, il est aussi noté qu'entre 147 et 189, il y avait des luttes continuelles qui se faisaient entre les différents pays des Wa. Dans les sources chinoises, la mention la plus importante date des années 170 et parle du royaume du Yamatai. Alors, premièrement, où est-ce que c'était le Yamatai? Le problème, c'est que encore aujourd'hui, c'est un des débats les plus connus chez les historiens japonais et il y a deux théories qui s'affrontent. La première disant que le Yamatai était situé dans le nord de Kyushu ou bien que le Yamatai était situé dans la région du Kansai. Alors que disent les livres des Han qui parlent des Japonais de cette époque? Déjà, ces Japonais sont appelés le peuple des Wa. Les Han venaient à Kyushu en mission, puisque les Wa acceptèrent d'être sous influence chinoise. Le Japon avait plusieurs clans, au moins une centaine qui, petit à petit, fusionnèrent pour donner vie à des plus grands clans, et ces clans sont détaillés sur le livre des Wei, vers 292. Revenons un peu en arrière. Les Japonais de cette époque, appelés les Wa, nains ou encore barbares de l'Est, car ce n'était pas une civilisation au noble du terme. On peut comparer cela aux Romains face aux autres peuples. C'est là qu'on retrouve les fameux tatouages sur le visage que Louis-San parle dans cette vidéo. Selon les écrits chinois, notamment le volume dit antérieur, l'archipel nippon possédait une centaine de pays, et dont certains envoyaient un tribut à la Chine, et, peut-être aussi, aux commanderies chinoises installées en Corée. Dans l'autre livre, le postérieur, nous avons la mention du nom que le Japon avait à l'époque, le pays des Wa. Selon ce livre, un chef du pays des Na, pays qui se situe au nord-ouest de Kyushu, aurait envoyé un tribut en Chine et reçoit en échange un cachet d'or, ayant pour inscription « Les Han au roi de Na, des Wa ». Une date fut inscrite en 57 de notre ère, et nous l'avons retrouvée en 1784. Pour la Chine des Han, les habitants de l'archipel faisaient partie des vassaux extérieurs, nommés les Gaiban, c'est-à-dire qu'ils étaient inclus dans le monde de la vertu civilisatrice de l'empereur. Les renseignements les plus détaillés se retrouvent donc dans la monographie relative des Wei, se déroulant vers la fin du IIe siècle et la première partie du IIIe siècle. Il faut donc encore faire des suppositions, puisqu'il y a encore le prisme du point de vue de la cour des Han, et oui, ça fait beaucoup d'hypothèses, je le conçois. Mais que signifie exactement Wa? Eh bien, à l'origine, Wa désignait un nain. J'insiste sur ce point pour que vous compreniez bien que le peuple des Wa n'était pas réputé pour sa grande taille. Dans la monographie, plus précisément dans la section Relations avec les barbares de l'Est, Tōhoden, on trouve plusieurs sous-parties. Une description ethnographique, une partie géographique et une autre consacrée à la politique. L'ethnographie. Nous pouvons lire comment fonctionnent les différentes productions et les mœurs des Wa. Les Wa cultivent donc le riz et le chanvre, et élèvent également, comme la Chine, les vers à soie. Ils parlent de la tenue des Wa, une tenue de divers vêtements non ajustés, marchant pieds nus et se teignent la peau en rouge. Ils parlent également de divers rites funéraires, qui se terminent souvent par une purification, ainsi que la pratique de l'interdit pour éviter les divers malheurs. Je vais citer Francine Ray qui parle d'un interdit. Un homme s'interdisant de se laver, de manger de la chair, etc., quand d'autres vont en voyage ou vont affronter le danger. Il est récompensé si les voyageurs reviennent indemnes, mais tués dans le cas contraire. D'autres méthodes, inspirées par la Chine, sont mentionnées, comme le cas de l'observation des craquelures de l'os, présentées au feu. Ça me rappelle un certain Dark Souls. Bref, revenons sur la vidéo. Les chercheurs concluent que les écrits chinois sont à prendre avec pincettes. En le lisant, nous comprenons que ceux qui ont écrit les livres n'ont pas directement observé les Wa dans leur ensemble, mais plutôt par les diverses commanderies chinoises qui se retrouvent en Corée. Pour appuyer ce propos, le texte précise que les Wa ne possédaient aucun des animaux habituellement élevés, c'est-à-dire pas de moutons, pas de bœufs et pas de chevaux. Et pourtant, sur le sol nippon,
on a bel et bien retrouvé des ossements de chevaux. Les divers pays qui constituent les voies selon le livre se font souvent la guerre jusqu'au début du IIIe siècle, où on s'accorde à dire qu'il y a bien et bien une personne qui va diriger le pays. Et cette personne, c'est la reine Himiko. On l'annonce tout de suite, mais Himiko aura son propre épisode à part pour décrire qui était vraiment cette reine. Ici, on va juste rester en surface et faire une brève présentation. Alors pour commencer, d'où vient son nom? Est-ce que le Hi de Himiko signifie le soleil ou bien le feu? Himiko est considérée comme la première reine du royaume du Yamatai. Et à l'époque, quand on parle du Japon, on ne parle que de l'île de Honshu, donc pas d'Hokkaido et pas d'Okinawa. Cette reine vivait seule et isolée et on lui donnait souvent des pouvoirs magiques, mystiques, et on la considérait comme une reine sorcière ou une chamane. Elle était une jeune femme pure et parlait aux grands esprits de ce monde. Et apparemment, c'est son frère qui servait d'intermédiaire entre elle et le monde extérieur. C'était son frère qui transmettait ses ordres et ses miracles. Et Himiko était à la tête d'une confédération de 23 pays. Mais voilà que maintenant, les historiens se retrouvent avec une question pénible. Où est-ce que se situe le royaume de Himiko, le Yamatai? Car bon, on a donné en théorie plusieurs choses. Alors, est-ce qu'il s'agissait de Kyushu ou du Kinai? Ou encore, est-ce que c'était l'ancêtre du Yamato, dont on parlera plus tard au 5e siècle? C'est encore une énigme aujourd'hui. Mais une théorie s'appuie sur le Kinai pour diverses raisons. Les plus vieilles et les plus imposantes tombes se situent là-bas. Les nombreuses indications de divers foyers par les livres chinois indiquent clairement le Kinai. Et c'est aussi dans le Kinai qu'on trouve les grandes capitales du Japon, comme Kyoto ou Osaka. Mais si on accepte cette théorie, ça veut dire qu'il faut qu'on accepte la source chinoise comme fiable. Mais le problème d'un texte comme ça, c'est que on n'a toujours pas eu d'observation directe. Une des choses qu'on sait aussi sur Himiko, c'est qu'elle aurait envoyé un tribut au Wei et recevant un cachet et 100 miroirs en cadeau. Et apparemment, c'est sa nièce qui a pris sa succession pour prendre le relais du pouvoir. Malheureusement, en ce qui concerne le Yamatai, on n'a plus de source directe à partir de la seconde partie du 3e siècle. Après la fin de l'époque Yayoi, c'est ce qui va devenir la prochaine ère, l'ère Kofun, et maintenant, il est l'heure de tirer la conclusion de cet épisode. Merci d'avoir regardé la vidéo. Il n'y a pas encore de véritable source japonaise, on tient donc nos sources des fouilles archéologiques et des sources chinoises. Cependant, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire, de mettre un pouce bleu, de t'abonner et de nous suivre sur les différents réseaux. Nous précisons qu'il va y avoir un épisode spécial Himiko, alors vraiment, abonne-toi tout de suite. La passion. On vous dit à très bientôt. Soleja Matane.